Certains scientifiques sont inquiets. Des virus que l'on appelle des virus zombies nous menacent. Leur particularité, ils sont enfouis dans la glace depuis des milliers d'années et aujourd'hui, ils refont surface. Peuvent-ils être à l'origine de nouvelles épidémies? Sait-on les combattre? Direction la Sibérie. Le personnel médical de l'hôpital de Salekhard, une petite ville de Sibérie, n'est pas prêt d'oublier le mois de juillet 2016. En quelques jours, un nombre inhabituel de malades se présente aux urgences. Ils ont de la fièvre, des douleurs à l'estomac, de graves troubles intestinaux. On pense d'abord à une épidémie de gastro-entérite. Mais très vite, cette hypothèse est écartée. Un grand nombre de malades est en effet pris de violentes quintes de toux. Or, vous le savez, le virus de la gastro n'attaque pas les poumons. On pense aussi à la grippe, mais là encore, c'est peu probable. Plusieurs patients sont couverts par endroits de boutons purulents qui démangent. La question est alors sur toutes les lèvres, a-t-on affaire à une épidémie d'un nouveau genre? Pour en avoir le cœur net, on pratique des analyses sur le sang, les sécrétions et les selles des malades. Et au bout de quelques jours, les résultats tombent. Ils sont victimes de l'anthrax, une pathologie potentiellement mortelle causée par une bactérie appelée bacille du charbon. Les médecins n'en reviennent pas. En effet, cette bactérie a théoriquement disparu de cette région du monde depuis plus de 75 ans. On diligente alors aussitôt une enquête sanitaire pour remonter le fil de l'épidémie, comme on le fera 4 ans plus tard pour le Covid-19. Et on ne tarde pas à en découvrir l'origine. Le réservoir du bacille se trouve sur une carcasse de renne. Mais pas un renne mort, quelques jours avant le début de l'épidémie. Un spécimen disparu il y a bien plus longtemps et conservé dans le sol gelé, ce qu'on appelle le permafrost. Permafrost, une expression anglaise de contraction de permanent frost, gel permanent. En français, on parle de pergélisol, mais pour éviter toute confusion, j'utiliserai principalement le terme permafrost, celui qui est le plus couramment employé. Revenons à nos moutons, ou plutôt à notre renne. Si l'animal est bien mort, la bactérie dont il était porteur a survécu grâce au froid qui règne dans le sous-sol. Elle a survécu, mais sans poser de problème, sans pouvoir se développer puisqu'elle était gelée. Mais alors, me direz-vous, comment a-t-elle refait surface? Qui l'a sortie du congélateur? Le responsable, ce sont les fortes chaleurs de l'été 2016 que les scientifiques imputent au réchauffement climatique. Elles ont fait fondre le permafrost, libérant la carcasse qui s'y trouvait et les bactéries qu'elle hébergeait. À partir de là, tout est allé très vite. Le bacille s'est propagé dans son environnement, contaminant les troupeaux de rennes. Plus de 2300 bêtes sont mortes des suites de l'infection. Chez les êtres humains, elle a fait un mort, un enfant de 12 ans. Les malades ont probablement contracté la maladie, soit au contact des animaux, soit en consommant leur viande. Pour l'heure, cette affaire reste un cas unique, mais les scientifiques sont inquiets. Des microbes, prisonniers du froid dans le permafrost, pourraient, avec le dégel provoqué par l'augmentation des températures, refaire surface et, qui sait, provoquer des maladies, des épidémies plus graves que l'anthrax. Le permafrost est un sol gelé formé, on l'a dit, par l'accumulation pendant des milliers d'années de matière organique, des végétaux morts en particulier. Il contient aussi de l'air, des microbes et de la glace. La température qui y règne oscille entre -1 et 0 degrés tout au long de l'année. Toutefois, elle peut descendre jusqu'à -15 degrés dans les zones les plus froides. À de telles températures, l'activité des micro-organismes est stoppée. C'est le principe même de la conservation des aliments dans un congélateur. Le froid bloque l'activité microbienne. Le permafrost représente un quart des terres émergées dans l'hémisphère nord. C'est dans ce pays que se trouvent les couches les plus épaisses. En Sibérie, son épaisseur est en moyenne de 25 mètres, mais elle peut atteindre 1500 mètres dans certaines régions. Les scientifiques estiment qu'au plus profond, la Terre pourrait être gelée depuis plus d'1 million d'années. Généralement, le permafrost est recouvert d'une couche superficielle de quelques dizaines de centimètres d'épaisseur qui alterne entre gel et dégel. C'est ce qu'on appelle la couche active. En dessous, théoriquement, le sol ne dégèle pas, ce qui permet la conservation de restes de végétaux, de cadavres humains et de carcasses d'animaux disparus il y a des milliers, voire des millions d'années. Les plus emblématiques sont les mammouths, évidemment. Le plus vieux spécimen extrait du permafrost a été baptisé Krestovka. On estime qu'il est âgé d'1 650 000 ans. Mais l'animal le mieux conservé, jamais découvert dans le permafrost, n'est pas un mammouth, c'est un cheval. Le cheval de Léna, une dépouille vieille de 42 000 ans, mise au jour dans la faille de Batagaï, toujours en Sibérie. Lorsqu'ils l'ont trouvé, les scientifiques n'en croyaient pas leurs yeux. Ses muscles,
sa graisse, ses tendons avaient conservé leur couleur rougeâtre. Plus surprenant, ils ont pu extraire des échantillons de sang liquide de ces vaisseaux sanguins, le plus vieux sang du monde. Le revers de la médaille, c'est que le permafrost conserve aussi des quantités de micro-organismes tels que les bactéries et les virus, que les scientifiques ont surnommés virus zombies. Le froid ne les tue pas, il les conserve. Et avec la fonte des glaces qui accélère, on l'a vu, certains agents pathogènes refont surface. En 2023, des chercheurs de l'université d'Aix-Marseille ont réalisé une véritable prouesse. Ils ont réussi à identifier 13 virus zombies prélevés dans le permafrost de Sibérie. Parmi eux, un virus vieux de 48 500 ans. Un record. 2 autres, retrouvés dans des crottes de mammouth, ont été réactivés après avoir passé 27 000 ans congelés dans la glace. Alors comment un tel miracle peut-il se produire? Eh bien justement, non, il n'y a pas de miracle. Les virus et les bactéries possèdent chacun une arme secrète qui leur permet de résister au froid et de revenir à la vie même après des dizaines de milliers d'années passées dans le froid. Prenons le cas du bacille du charbon qui provoque la maladie de l'anthrax dont nous avons parlé tout à l'heure. Lorsque les conditions sont hostiles, cette bactérie n'est pas capable de résister en tant que telle. Pour y parvenir, elle forme des spores, c'est-à-dire de petites cellules spécialisées qui ont la capacité de supporter le froid jusqu'à ce que les conditions redeviennent clémentes. Chaque spore se transforme alors à nouveau en bactéries. Pour les virus, le processus est encore plus simple. Ils n'ont pas besoin de se transformer en spores pour résister au froid. Ils se réactivent dès que les conditions climatiques le leur permettent. En l'occurrence, lorsque le permafrost se réchauffe. Rien qu'en Sibérie, celui-ci perdrait 30 à 60 cm d'épaisseur par an à cause du réchauffement climatique. Ce sont autant de virus et de bactéries, connus ou inconnus des scientifiques, qui sont susceptibles de se réactiver. On estime qu'environ, tenez-vous bien, 4 sextillions, soit 4000 milliards de cellules microbiennes, sont libérées chaque année à l'échelle mondiale à mesure que la glace fond. C'est énorme. Mais je vous rassure, les virus qui ont refait surface jusqu'à présent sont des virus géants. Ils n'affectent que les amibes, c'est-à-dire des organismes unicellulaires. Ils sont très différents des virus qui touchent les mammifères. Il est donc peu probable qu'ils représentent un danger pour l'être humain. Le véritable risque, selon les scientifiques, c'est qu'au contact de bactéries et de virus inconnus, nos virus et nos bactéries modernes s'enrichissent de nouveaux gènes qui les rendraient plus virulents et plus résistants. À l'université d'Aix-Marseille, on travaille donc d'arrache-pied pour tenter de mesurer les impacts possibles de ces microbes enfouis depuis des millénaires afin de trouver des vaccins ou des traitements. Le dégel du permafrost est-il inéluctable? Si on continue comme ça, oui. On peut cependant le ralentir. Sergueï Zimov, un scientifique russe, a eu l'idée de réintroduire de grands herbivores, comme des chevaux, dans la toundra afin de compacter les sols. Cela aurait pour conséquence de mieux les isoler et donc de ralentir le dégel du permafrost. Au sein des parcs, où il mène ses expérimentations depuis les années 2000, des résultats sont déjà visibles. La température du pergélisol à l'intérieur du parc serait désormais de 10 degrés inférieure à celle de ce même pergélisol, situé lui en dehors de la zone d'expérience. Une autre étude, menée dans le cadre du projet européen Permafrost TOW, semble démontrer qu'une fois le pergélisol entièrement dégelé, des microbes méthanotrophes, c'est-à-dire mangeurs de méthane, pourraient se développer et capter de grandes quantités de gaz à effet de serre. Et nous, en France, sommes-nous à l'abri? Malheureusement, la réponse est non. Cet état du sol se rencontre aussi à des latitudes plus basses, dans les massifs montagneux comme les Alpes. Là, c'est l'intérieur de la roche qui est gelé, les microfissures dans lesquelles s'est infiltrée l'eau. Cette glace fait office de ciment. J'ai eu l'occasion d'accompagner des géologues qui effectuent des mesures sur ces parois. En plusieurs endroits, ils ont constaté le recul du permafrost. Ce réchauffement de la roche est à l'origine de plusieurs éboulements spectaculaires, sur l'arête des Cosmiques notamment en 2018, ou le pilier Bonatti en face de Chamonix en 2005. On estime que dans les Alpes, 147 éléments d'infrastructure, des pylônes, des refuges, des gardes télésièges, présentent un risque élevé de déstabilisation suite à la fonte du permafrost. Alors nous n'en sommes pas encore là. En attendant, il est préférable de tout mettre en œuvre pour limiter le réchauffement climatique et ainsi préserver notre environnement en réduisant nos émissions de CO2. Et souvenez-vous, chaque dixième de degré gagné est une victoire.